À la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis entrent dans les années folles. Leur leitmotiv, vivre intensément. La musique prend plus de place avec les radios et le jazz. Les mœurs amorcent une libération. Avec frénésie, on danse le charleston et le swing. Paradoxalement, le pays qui s'affirme comme le défenseur de toutes les libertés prend une mesure radicale, celle de la prohibition. Entré en vigueur avec le Volstead Act le 17 janvier 1920, le 18e amendement interdit la fabrication, la vente, le transport et l'importation d'alcool sur tout le territoire américain. C'est la victoire d'un mouvement de fond qui s'est développé tout au long du 19e siècle, celui des sociétés de tempérance. Leur préoccupation principale est la consommation excessive d'alcool, qui prend une large part dans la société américaine, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, la qualité de l'eau, souvent impure, peu ou pas traitée, qui oblige à préférer comme boisson la bière de piètre qualité et faiblement alcoolisée. Au XIXe siècle, on assiste aussi à la percée des boissons distillées, comme le bourbon dont le prix diminue. Parfois, les médecins prescrivent la consommation d'alcool, considéré comme fortifiant ou comme remède à la fatigue et la douleur. Dans l'armée, les boissons alcoolisées sont distribuées aux soldats. En 1830, on estime que le citoyen américain de plus de 15 ans consomme en moyenne 80 bouteilles de whisky par an. Et les occasions, les rites sociaux, la forte consommation de viande salée facilitent cette augmentation, tout comme les lieux de sociabilité. D'abord distribuées dans les tavernes et les auberges, les boissons alcoolisées prennent une nouvelle ampleur avec le Far West dans les saloons, au lieu de consommation associée à tous les excès, en particulier celui du jeu et de la prostitution. En 1900, on compte un saloon pour 300 habitants, marqué par une vraie diversité, allant du club de notables jusqu'au bouge le plus sordide. Durant toute cette période, des mouvements de tempérance se développent pour dénoncer les excès de l'alcool et de ses effets. Ils s'appuient sur des constats éloquents. Les violences domestiques augmentent. Le coût des dépenses liées à l'alcool appauvrissent les catégories populaires, tout comme ils facilitent la délinquance. Ils posent aussi des questions quant à l'avenir de la démocratie, sachant que dans certaines arrière-salles de saloon, on installe des bureaux de vote comme à Chicago en 1886. Enfin, des médecins comme des pasteurs dénoncent les risques sanitaires causés par l'alcool, cirrhose, troubles neurologiques. Dans la première moitié du XIXe siècle, des serments d'abstinence sont prêtés. Des groupes d'anciens alcooliques se retrouvent pour aider les buveurs à les rejoindre. À Baltimore, en 1840, ils prennent le nom de Washingtoniens et font des émules dans d'autres États. En 1851, sous l'impulsion du maire de la ville, Neil Dow, Portland devient une ville sèche, c'est-à-dire une ville où la fabrication et la vente d'alcool ne sont plus permises. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les sociétés de tempérance se multiplient, touchant le monde ouvrier, avec les Night of Labor. Mais ce sont surtout les femmes qui portent ce combat. Leur lutte contre l'alcool rejoint celle pour l'abolition de l'esclavage et pour l'obtention du droit de vote féminin. Elle s'illustre d'abord dans ce que l'on a appelé la croisade des femmes. Orientée par les pasteurs, elle décide de protester contre les abus. Eliza Thompson, une enseignante de l'Ohio, lance ainsi une action inédite. Elle rassemble un groupe de femmes qui se rendent devant les saloons pour prier et chanter des cantiques. Les marches de femmes s'étendent aux autres États américains et elles parviennent pour un temps à faire fermer près de 1500 établissements vendant de l'alcool. En 1874, elle fonde l'Union chrétienne des femmes pour la tempérance, la WCTU, et en 1879, Frances Villard, une figure charismatique, en prend la tête. Méthodiste, enseignante, elle a vu son frère sombrer dans l'alcool. Avec elle et son mot d'ordre, la protection du foyer, l'organisation prend un essor incroyable. En 1890, elle compte 150 000 membres, et elle parvient même à faire enseigner la tempérance dans les écoles publiques. Certaines femmes, à l'image de Carrie Nation, choisissent la confrontation directe. Armées de haches, elles font éruption dans les saloons, renversent les comptoirs, brisent les bouteilles et éventrent les tonneaux. Ces coups de hache leur valent l'arrestation à répétition, parfois des humiliations publiques. On les arrose de bière, on les expulse sans ménagement, et la presse s'amuse volontiers de leurs excès. Mais derrière ce théâtre violent, l'action de ces femmes attire l'attention et donne une visibilité nouvelle à l'idée de prohibition. Pourtant, il manque encore au mouvement un relais politique solide.
Ce relais naît en 1893 avec la création par Howard Russell de l'Anti-Saloon League. Sous l'impulsion de Wayne Wheeler, elle devient un lobby d'une efficacité redoutable, capable de peser sur les élus et de transformer une croisade morale en véritable force politique. Grâce à lui, la prohibition cesse d'être une revendication locale pour s'imposer peu à peu comme une cause nationale. L'année 1913 marque un tournant. Avec la loi Webb Canyon, les États secs disposent enfin d'un outil efficace. L'importation d'alcool y est désormais interdite, même en provenance d'un État voisin. Pour la première fois, le Congrès accepte d'intervenir directement dans le commerce interétatique de l'alcool. C'est une victoire pour les Dry et une étape majeure sur la route qui mène au 18e amendement. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, on compte déjà 8 États totalement secs. Mais le conflit va donner un nouvel élan à la dynamique prohibitionniste. À la tête des grandes brasseries américaines regroupées dans l'USBA se trouvent en effet des familles d'origine allemande. Avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, ces brasseurs comme Anheuser-Busch deviennent la cible de campagnes violentes qui les accusent ouvertement de trahir l'Amérique. Parallèlement, la logique de guerre renforce les arguments des Dry. Les céréales doivent désormais servir à nourrir la population et les soldats, non plus à brasser ou à distiller. L'alcool disparaît des rations militaires et cède sa place au café. En 1917, quand le 18e amendement est présenté au Congrès, plus de 27 États sont déjà totalement secs. Et près de 80% de la population américaine vit sous un régime de prohibition plus ou moins partiel. Le terrain est donc mûr. Au Sénat, le texte est porté par le républicain Maurice Shepard, surnommé le père de la prohibition nationale. Mais derrière cette figure officielle, l'ombre de Wayne Wheeler plane sur tout le processus. Stratège redoutable de l'Anti-Saloon League, il oriente les débats, inspire les formulations du texte et exerce une pression constante sur les élus. Le 18e amendement est adopté par le Congrès en décembre 1917, puis ratifié par les 3/4 des États en janvier 1919. La prohibition est désormais inscrite dans la Constitution. Reste une question décisive. Comment l'appliquer concrètement dans un pays vaste, traversé par des contradictions, et où l'alcool occupe encore une place centrale dans la vie sociale? La loi d'application, connue sous le nom de Volstead Act, reprend les législations votées dans plusieurs États. Mais elle va encore plus loin. Désormais, toute boisson dépassant 0,5 degrés d'alcool, y compris la bière ou le cidre, est interdite, de la fabrication jusqu'à la vente. Les sanctions sont lourdes, jusqu'à 1 000 $ et 30 jours de prison, et en cas de récidive, cela peut grimper jusqu'à 10 000 $ et 1 an derrière les barreaux. Quelques exceptions subsistent pourtant. Le vin destiné aux offices religieux et certains alcools réservés à un usage thérapeutique délivré uniquement sur ordonnance par les médecins. Pour faire appliquer la loi, environ 1500 agents sont recrutés issus des douanes ou du fisc, regroupés au sein du bureau de la prohibition, rattaché au ministère des Finances. Leur mission, contrôler, perquisitionner, sanctionner. Les premiers mois, la mesure semble efficace. La consommation d'alcool recule nettement. Des centaines de distilleries ferment, plus de 1200 brasseries cessent leur activité et près de 170 000 saloons baissent le rideau. Dans ce vide, d'autres loisirs s'imposent. Les bowling deviennent le lieu de divertissement en vogue, tandis que l'industrie du soda prospère. Les bénéfices explosent et Coca-Cola voit sa valeur en bourse doubler. Mais en vérité, les effectifs trop faibles, les autorités souvent corrompues, les différends entre les États et le pouvoir fédéral ne facilitent pas sa mise en application. Une consommation clandestine massive se développe. Pour les plus fortunés, une solution existe. Voyager à l'étranger. Au Canada, au Mexique, dans les îles des Caraïbes et même à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des tripots s'installent à la frontière avec le Mexique. Et dans certains hôtels de luxe en ville, l'alcool continue à être servi, mais très discrètement. Le phénomène majeur reste pourtant l'apparition et l'essor des speakeasy. Le mot signifie littéralement « cause en douce », en référence au mot de passe chuchoté à l'entrée. Ce sont des bars clandestins aux volets fermés en plein jour. On y mange, on y boit, et l'on y écoute du jazz. Ce sont surtout des lieux mixtes fréquentés par une jeunesse riche et élégante. Ceux qui ont moins de moyens se retrouvent plutôt dans les blind pigs, les cochons aveugles, de véritables bouches sordides. Un autre moyen consiste à fabriquer son propre alcool. Les bouilleurs de cru s'y mettent, les alambics coûtent peu cher, les ingrédients sont faciles à trouver. Le brasseur Anheuser-Busch se reconvertit en vendant de l'extrait de malt
divers subterfuges circulent et nombreux sont ceux qui écoulent clandestinement leurs marchandises. Cet alcool de contrebande est surnommé moonshine, fabriqué de nuit, à la lumière de la lune. Il nourrit une petite délinquance, mais ouvre la voie à des organisations criminelles bien plus puissantes, les gangs. Les pieds de nez à la loi se multiplient et les bootleggers, littéralement ceux qui cachent dans leurs bottes, se font légion. Certains ont un parcours étonnant, à l'instar de Roy Olmsted. Policier de Seattle, il est renvoyé après avoir été surpris en train de transporter de l'alcool en pleine prohibition. Loin de disparaître, il se reconvertit aussitôt dans le trafic à grande échelle et devient l'un des plus célèbres bootleggers de la côte ouest. Organisé, presque professionnel, il refuse la violence et s'appuie sur un vaste réseau de distribution. Sa carrière prend fin en 1924 lorsqu'il est arrêté suite à des écoutes téléphoniques le compromettant, nouvelle pratique qui suscite débat dans tout le pays. Certains trafiquent à une échelle encore plus vaste, comme George Remus. Avocat de formation, il connaît parfaitement les failles de Volstead Act et s'en sert pour bâtir un empire. Installé à Cincinnati, il rachète des distilleries et des pharmacies pour écouler légalement de l'alcool médical avant de le détourner massivement vers la contrebande. En quelques années, il amasse une fortune colossale, se pavane dans des fêtes extravagantes et s'affiche comme le roi de la prohibition. Son personnage flamboyant aurait même inspiré Scott Fitzgerald pour créer Gatsby dans Gatsby le Magnifique. Sa chute est à la hauteur de son ascension. Arrêté en 1925, il est condamné pour fraude, puis, découvrant l'adultère de sa femme, la tue en plein jour, devant des témoins. Pour les gangsters, la prohibition est un nouveau filon, plus enrichissant que ce qu'ils ont connu auparavant. En associant le trafic d'alcool au proxénétisme, à la prostitution et au jeu d'argent, c'est une véritable aubaine. Mais en même temps, la guerre des gangs est relancée. La plupart des grands truands sont des immigrés de première ou de deuxième génération. Juifs polonais, mais aussi des Russes, des Italiens, des Irlandais. Longtemps mis au banc de la société, la contrebande est un de leurs leviers pour exister. Chicago devient le symbole de cette guerre des gangs. C'est là qu'émerge la figure la plus connue de la prohibition, Al Capone, surnommé aussi Scarface, à cause d'une cicatrice laissée par une bagarre de jeunesse. Né à Brooklyn dans une famille italienne, il est repéré par Johnny Torrio, un gangster plus âgé, fin stratège et moins enclin à la violence gratuite. Torrio l'emmène à Chicago et lui ouvre les portes du milieu, avant de lui confier les rênes de son organisation en 1925, après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Capone hérite alors d'un empire qui repose sur le trafic d'alcool, mais qui l'étend rapidement à la prostitution et au jeu. Policiers, juges et élus locaux ferment les yeux, parfois grassement soudoyés. Mais la concurrence est féroce et les règlements de compte sanglants se multiplient. Le plus célèbre reste le massacre de la Saint-Valentin en 1929, où 7 membres d'un gang rival sont exécutés à bout portant. Symbole de la violence des années 1920, Capone devient à la fois une figure de terreur et un mythe médiatique, incarnant pour beaucoup l'échec flagrant de la prohibition. Les autorités fédérales, incapables de le coincer pour ses meurtres ou son trafic, trouvent une faille dans ses finances. En 1931, il est jugé et condamné pour fraude fiscale à 11 ans de prison. Incarcéré à Alcatraz, il perd peu à peu toute son influence. Dans ces conditions, ceux qui essaient d'appliquer la loi avec fermeté et probité sont des personnages à part. Le plus célèbre est sans doute Elliot Ness. À la tête d'une petite équipe surnommée les Intouchables, il se distingue par son intégrité dans un contexte où la corruption gangrène tout. Ses opérations spectaculaires contre les réseaux d'Al Capone à Chicago en font un symbole de la lutte acharnée contre le crime organisé, même si son rôle réel a parfois été exagéré par la légende. Une autre figure incontournable est Mabel Walker Wilbrandt, appelée la First Lady of the Law. Avocate de talent, elle est nommée en 1921 assistante du procureur général des États-Unis. C'est elle qui coordonne au niveau fédéral les poursuites liées à la prohibition. Elle traite des milliers de dossiers et impose une stratégie décisive: attaquer les bootleggers et les gangsters sur le terrain fiscal. C'est cette approche qui finira par faire tomber Al Capone en 1931. Femme dans un univers dominé par les hommes, elle incarne à la fois la modernité et la rigueur morale, admirée par certains, critiquée comme trop puritaine par d'autres. Mais l'engagement a aussi son prix. Dès 1920, au tout début de la prohibition, des policiers paient de leur vie leurs ailes. À Détroit, Miles Cunningham est abattu en tentant d'arrêter un convoi d'alcool. À Chicago, Elmer Lewis tombe sous les balles d'un gang. À New York, Frank O'Malley est piégé par des trafiquants. Ces 3 hommes sont tous les 3 symboles d'une guerre perdue d'avance.
Au fil des années, la prohibition révèle ses limites. Son application varie d'un État à l'autre. Certains, comme New York, le Montana ou le Nevada, se désengagent progressivement, laissant au gouvernement fédéral le soin de lutter seul contre les trafiquants. Mais avec des effectifs insuffisants et une corruption généralisée, cette mission devient vite illusoire. Beaucoup de citoyens dénoncent aussi les effets pervers du Volstead Act. En privant les États de taxes sur l'alcool, il assèche une source de revenus importante, d'autant plus précieuse après le krach boursier de 1929 et la crise économique qui s'ensuit. On estime à 850 millions de dollars de pertes par an. Les conséquences sanitaires sont également dramatiques. Dans les campagnes circule une eau de vie artisanale, surnommée la bibine du bouc, particulièrement nocive. L'alcool de contrebande est souvent coupé avec de l'alcool de bois ou de l'alcool à brûler, provoquant cécité, paralysie et parfois la mort. On estime qu'environ 15 000 Américains du Midwest ont été gravement touchés par le Jack Leg, une paralysie provoquée par une boisson frelatée à base de gingembre mélangé à du diluant de peinture. Certes, des millions d'Américains ont arrêté de boire, mais ceux qui continuent consomment plus intensément et prennent plus de risques qu'avant. Dans les speakeasy, pour masquer le goût douteux des alcools trafiqués, on invente de nouvelles recettes. C'est ainsi que naît l'âge d'or des cocktails. Peu à peu, l'opinion publique bascule. Ce qui devait être une réforme morale apparaît plus comme une source de criminalité, de corruption. En 1932, Franklin Delano Roosevelt, candidat démocrate à la présidence, fait de l'abrogation de la prohibition l'un de ses arguments de campagne. Son élection marque un tournant. Dès février 1933, le Blaine Act prépare la fin officielle de la loi sèche. Quelques mois plus tard, en décembre, le 21e amendement est ratifié par les États. La prohibition prend officiellement fin après 13 années d'interdiction. Mais le crime organisé ne disparaît pas pour autant. Il se dirige vers d'autres domaines, le racket ou le trafic de drogue. La prohibition reste dans la mémoire américaine comme une expérience unique. Elle a laissé une empreinte durable dans la culture populaire. Elle rappelle aussi les limites d'une loi imposée contre la volonté d'une large partie de la population. Mais au-delà de son échec, elle pose une question toujours actuelle. Peut-on vraiment changer les comportements par l'interdit ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, et je vous dis à très bientôt pour d'autres récits historiques. Bye bye!